Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire particulièrement destiné aux premières ou aux troisièmes qui préparent leur brevet. Nous continuons notre chapitre sur la Première Guerre mondiale et nous allons maintenant nous intéresser au rôle des civils. Regardez cette image. Ces femmes travaillent dans une usine d'armement. On les appelle les munitionnettes. Elles ne combattent pas dans l'enfer des tranchées et pourtant, sans leur travail quotidien, la guerre n'aurait tout simplement pas pu être menée. Entre 1914 et 1918, le conflit devient ce que les historiens appellent une guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui mobilise l'ensemble de la société, à l'avant, sur le front, comme à l'arrière, c'est-à-dire dans la zone qui n'est pas touchée par les combats. Dans cette vidéo, nous allons voir comment la vie quotidienne des civils a été bouleversée et de quelle manière ils sont devenus des acteurs indispensables de la guerre. Allez, c'est parti. Pour aborder ce thème, nous allons nous poser une question centrale, notre fil directeur, notre problématique. Dans quelle mesure la durée du conflit a-t-elle conduit à une implication profonde des civils? En clair, nous allons chercher à comprendre comment une guerre qui devait durer quelques semaines, mais qui s'est prolongée pendant 4 longues années, a fini par bouleverser la vie de ceux qui ne combattaient pas au front. Pour y répondre, notre étude se fera en 3 temps. Dans une première partie, nous verrons comment s'est mise en place une mobilisation économique, industrielle et scientifique. Puis nous analyserons la vie quotidienne de ces civils qui participent volontairement à l'effort de guerre, mais qui vont aussi contester parce qu'ils vont souffrir. Enfin, nous basculerons dans la face la plus sombre de ce conflit en montrant que les civils ont été de plein fouet les victimes directes de la violence de la guerre. Commençons donc notre première partie. Pour tenir dans la durée, les États vont devoir complètement réorienter leur fonctionnement. C'est la naissance de ce qu'on appelle l'économie de guerre. Désormais, la priorité absolue de la nation, c'est de produire des armes, des munitions et des vivres pour envoyer sur le front. Regardez bien cette photo. Elle a été prise pas très loin, ici, dans les Hautes-Pyrénées, à l'arsenal de Tarbes. On y voit ces alignements, ces piles d'obus prêtes à être envoyées vers les champs de bataille. Pour atteindre de tels rendements, le quotidien à l'arrière change radicalement. Les usines sont totalement réorganisées, les horaires de travail sont allongés et l'État prend le contrôle de tout. Il réquisitionne les matières premières comme le charbon et l'acier, mais aussi les céréales produites dans les campagnes. Puisque les hommes en âge de travailler sont pratiquement tous partis combattre sur le front, il va falloir changer la main-d'œuvre pour faire tourner le pays. Alors tout d'abord, il va y avoir les femmes qui vont travailler massivement. On les appelle, on a vu tout à l'heure, les munitionnettes dans les usines d'armement, mais elles remplacent aussi les hommes dans les champs, les transports, les bureaux de l'administration. Elles deviennent vraiment le pilier qui fait marcher la société. Ensuite, pour la première fois à cette échelle, les États font appel aux travailleurs coloniaux. Regardez cette photo prise à nouveau dans l'arsenal de Tarbes pendant la Première Guerre mondiale. Ces ouvriers qui paraissent si jeunes, eh bien, ils viennent d'Indochine, cette colonie française d'Asie. Ils ont été recrutés ou directement réquisitionnés par l'Empire colonial. Ils sont donc arrivés en France. Ils ont été employés là, à l'arsenal de Tarbes, mais dans le département également dans la vallée du Louron pour creuser le canal destiné à l'hydroélectricité, ou ailleurs en France, par exemple pour les jardins du château de Versailles. Ce sont des Indochinois qui le cultivaient également. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les travailleurs étrangers. Et là encore, notre département des Hautes-Pyrénées est aux avant-postes. C'est précisément à cette époque que pour soutenir l'effort agricole et industriel local, de très nombreux travailleurs espagnols vont traverser la frontière pour venir travailler chez nous. L'arrière est donc devenu un véritable carrefour indispensable à la survie du front.
La guerre totale, ce n'est pas seulement une affaire de force physique ou de quantité de travailleurs, c'est aussi une mobilisation des cerveaux, de l'intelligence. Toute la science va être appelée sous les drapeaux. Cette mobilisation scientifique poursuit deux objectifs totalement opposés finalement. D'un côté, il s'agit de détruire. Les gouvernements mobilisent les chimistes, les ingénieurs, les inventeurs pour obtenir la supériorité technique sur l'ennemi. C'est à cette époque que l'on perfectionne l'artillerie, que l'on invente les premiers chars d'assaut pour tenter de franchir les lignes de tranchées. C'est aussi la naissance des gaz de combat chimiques. Mais de l'autre côté, face à cette violence industrielle, la science doit tenter de réparer. L'artillerie moderne a fait des ravages terribles sur les corps, arrachant des membres, brisant des visages. C'est la tragédie de ce qu'on appelle les gueules cassées, ces soldats au visage horriblement mutilé. Pour faire face à ces blessures, la médecine va devoir innover à toute vitesse. C'est durant ce conflit que la chirurgie reconstructrice et esthétique va faire des progrès gigantesques. C'est aussi l'époque des premières grandes transfusions sanguines sur le front. La science, durant la Grande Guerre, est donc à double tranchant. Elle a poussé la capacité de destruction humaine à son maximum, tout en inventant la médecine moderne pour tenter d'y survivre. S'il y a bien une figure scientifique qui incarne cet élan de secours à l'arrière, c'est elle, Marie Curie. En 1914, elle est déjà une immense célébrité scientifique. C'est la seule personne au monde à avoir obtenu 2 prix Nobel. Pourtant, au lieu de rester à l'abri dans son laboratoire, elle décide de s'engager personnellement pour aider la France. Son idée de génie, c'est d'adapter la technologie des rayons X, la radiologie, aux réalités du terrain militaire. Elle conçoit donc des unités de radiologie mobiles. C'est des voitures de tourisme équipées d'un appareil radiographique qui est alimenté directement par la dynamo du moteur. Ces ambulances, d'un genre nouveau, seront surnommées les petites Curie. L'objectif est révolutionnaire pour l'époque. Il s'agit de se déplacer au plus près des zones de combat et des hôpitaux de campagne grâce à ces véhicules. Les chirurgiens militaires n'ont plus à opérer à l'aveugle. Ils peuvent localiser immédiatement et précisément les éclats d'obus et les balles logées dans les corps des blessés. Marie Curie ne se contente pas d'organiser cette flotte de voitures, elle passe elle-même son permis de conduire, elle va apprendre la mécanique et prendre la route du front. Elle sera souvent accompagnée de sa fille qui a 17 ans à l'époque, Irène, pour effectuer elle-même les radiographies. Elle va aussi former plus de 150 jeunes femmes pour faire fonctionner ces ambulances. Grâce à cette audace et à cette technologie mobile, des dizaines de milliers de soldats ont été sauvés. Ils ont été sauvés d'infections, d'amputations inutiles. C'est le début de l'imagerie médicale moderne qui, là, a été mise au service de la vie humaine. Nous passons maintenant à notre deuxième grande partie consacrée à la vie des civils qui à la fois participent à l'effort de guerre et qui vont contester certaines décisions. Donc pour commencer, on va parler à nouveau des femmes. Donc on a vu que pendant que les hommes se battent, les femmes font tourner l'économie, elles font tourner également la vie quotidienne, elles vont gérer seules leur foyer, l'éducation des enfants, elles vont s'engager dans des œuvres de secours comme les hôpitaux de campagne ou la Croix-Rouge. Et cette période leur offre une visibilité sociale totalement inédite. On voit vraiment qu'elles sont indispensables à la France à l'époque. Alors regardez cette photo, elle a été prise en Angleterre, elle montre les fameuses suffragettes, ces militantes qui réclamaient le droit de vote. Alors l'investissement massif des femmes pendant la guerre va nourrir dès l'armistice de fortes revendications pour l'égalité des droits. Alors si les femmes britanniques obtiennent leur droit de vote dès 1918, en reconnaissance de leur sacrifice,
il faudra attendre 1944, donc une guerre de plus, pour que les Françaises obtiennent enfin ce même droit. Cela montre bien que si la guerre a bouleversé les places des femmes dans la société, la reconnaissance politique, elle, en France tout au moins, a été beaucoup plus lente. Si les premières années de la guerre ont été marquées par une forme de résignation et d'union sacrée, tout le monde soutenait la guerre. L'année 1917 marque une rupture. C'est l'année de tous les dangers, l'année de la colère. À l'arrière, une fatigue extrême s'installe. Le deuil est désormais omniprésent dans presque toutes les familles. Et à cette immense douleur s'ajoute une colère sociale grandissante. Le quotidien est devenu vraiment très difficile. Les civils subissent des pénuries de charbon, de nourriture, les prix s'envolent à cause de l'inflation, tandis que la dureté du travail, notamment en usine, devient insupportable. Et cette situation nourrit un profond sentiment d'injustice. Les ouvriers et ouvrières voient leurs conditions de vie s'effondrer, alors que certains patrons, que l'on commence à appeler les profiteurs de guerre, s'enrichissent. Cette colère, elle va exploser partout en Europe. Là, sur cette image, c'est Saint-Pétersbourg en Russie. La faim et la lassitude face à la guerre ont déclenché une immense révolution en février 1917 qui va balayer le régime du tsar. La France n'est pas épargnée. Au printemps 1917, une vague de grèves massives secoue les usines de textile et d'armement. Les femmes, notamment les munitionnettes, descendent dans la rue pour réclamer des hausses de salaire et de plus en plus ouvertement la fin des combats. Ainsi, on pourrait dire qu'en 1917, l'arrière chancelle. Face à cette colère qui gronde et qui menace directement l'effort de guerre, l'État doit réagir de toute urgence. Donc pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos ou la révolution comme en Russie, les gouvernements, et notamment l'État français, vont déployer une double stratégie. D'un côté, l'État fait des concessions matérielles indispensables pour calmer la colère. Il accorde des augmentations de salaire, en particulier pour les ouvriers des usines d'armement, et s'efforce d'améliorer le ravitaillement pour que les civils ne manquent plus de produits de première nécessité. Il s'agit de soulager la misère quotidienne pour désamorcer la révolte. Mais d'un autre côté, l'État fait preuve d'une fermeté absolue. C'est la répression. Les meneurs des grèves sont arrêtés de manière ciblée, les manifestants ne peuvent plus manifester, toutes les manifestations vont être interdites et la censure est renforcée. En France, c'est l'époque où Georges Clemenceau arrive au pouvoir avec un objectif unique, faire la guerre à outrance et faire taire toute opposition. Cette double réponse politique permet d'éviter de justesse le point de rupture sociale. L'arrière tient bon et la guerre va se poursuivre, mais l'impact psychologique est profond. La fracture entre l'État et la société est désormais visible et irréversible. L'illusion d'une nation unie, sans fissure, que, comme le voulait l'union sacrée, a définitivement vécu. Nous passons maintenant à notre troisième et dernière partie, dédiée à la réalité la plus sombre de la guerre totale, les civils comme victimes directes de la violence de guerre. Alors dans ce conflit, la frontière historique entre le front et l'arrière se brouille tragiquement. La violence ne se limite plus aux tranchées. Elle s'abat sur les villes et les villages qui sont situés à proximité des combats ou sous le feu de l'artillerie. Alors il y a beaucoup de bombardements, ça c'est totalement nouveau. Regardez cette photo, c'est Reims. On voit la cathédrale. C'est devenu un des symboles de la ville martyre. Donc, vous savez, dans la cathédrale de Reims, on enterrait les rois de France. Donc, c'est vraiment une ville symbole pour la France. Elle a été bombardée et incendiée par l'armée allemande dès septembre 1914. Et pendant 4 ans,
la ville a été pilonnée presque quotidiennement, réduisant en ruine les habitations, les écoles, les usines et de nombreuses infrastructures. Pour les civils, cette guerre de destruction matérielle signifie la perte instantanée de leur foyer, de leur outil de travail et de tous leurs souvenirs. Le paysage urbain est littéralement pulvérisé, transformant la vie quotidienne en un combat au milieu des décombres. Les ruines industrielles et urbaines deviennent le visage concret de la guerre mondiale. Dans les champs, c'est pas mieux, comme les champs sont bombardés, on ne peut plus non plus les cultiver. Et le point culminant de cette violence subie par les civils, c'est le génocide des Arméniens en 1915. Pour comprendre ce drame, il faut comprendre le prétexte et l'engrenage. En 1915, l'Empire ottoman est en guerre aux côtés de l'Allemagne. Il subit de lourdes défaites militaires face à la Russie. Donc pour masquer ces échecs et resserrer les rangs de la population turque, le gouvernement désigne un bouc émissaire, la minorité chrétienne arménienne. Les autorités accusent officiellement les Arméniens de trahison et de complicité avec l'ennemi russe. C'est le point de départ d'une propagande de haine qui va légitimer ce génocide. Sur cette photo, vous voyez une longue colonne d'Arméniens qui traversent un paysage aride sous la garde des soldats. Ce que vous observez là, ce n'est pas un exode de réfugiés, c'est la mise en œuvre d'une politique d'État centralisée, planifiée, dont le but ultime n'est pas de déplacer cette population, mais de l'éliminer. C'est ça un génocide. Ainsi, ces déportations forcées se sont transformées immédiatement en une entreprise d'extermination en masse. Les hommes, eux, sont le plus souvent exécutés dès le départ. Puis les femmes, les enfants, les personnes âgées sont jetés sur les routes, sans eau ni nourriture, contraints de marcher sous un soleil de plomb vers les camps de concentration du désert de Syrie. Ici, on voit des enfants sur un train de marchandises pour être déportés. On voit que le chemin de fer, qui était le symbole de la modernité industrielle, est ici détourné pour accélérer le processus de mort. Ce transport en train sera d'ailleurs repris et amplifié encore pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le bilan de cette tragédie, il est vraiment très lourd. Donc plus d'1 million d'Arméniens, soit les 2/3 de la population arménienne de l'Empire ottoman, ont été massacrés ou ont succombé d'épuisement, de faim, de maladie lors de ces marches de la mort. Ce crime de masse, qui a été planifié à l'échelle d'un État, est reconnu aujourd'hui comme le tout premier génocide du XXe siècle. Il montre à quel point la guerre totale a repoussé les limites de la destruction humaine. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Pour conclure, si on revient à notre question de départ, dans quelle mesure la durée du conflit a-t-elle conduit à une implication profonde des civils, on peut voir que la Première Guerre mondiale a redéfini le rôle de ceux qui ne combattaient pas. En devenant une guerre totale, elle a exigé une mobilisation absolue de l'arrière. D'un côté, cette implication a été économique et sociale, sans le travail acharné des femmes, des travailleurs coloniaux, des étrangers. Le front n'aurait jamais pu tenir. La science a été mobilisée pour détruire plus efficacement, mais aussi pour réparer les corps. Et d'un autre côté, cette mobilisation s'est faite au prix de souffrances immenses. Il faut retenir que l'année 1917, on avait vu dans la leçon précédente que c'était l'année des mutineries, qu'il y avait une incompréhension au front, mais pour l'arrière, c'est la même chose. C'est l'année où l'effort de guerre n'a plus été soutenu majoritairement par la population. C'est l'année de l'explosion des colères sociales. Enfin, le dernier point qu'on a vu, c'est que la frontière entre combattants et non-combattants s'est effondrée avec les bombardements de villes, ou pire encore avec la mise en œuvre du génocide des Arméniens en 1915.
Là, les civils sont devenus des cibles ou des victimes directes de la violence industrielle de masse. Cette grande guerre a donc tragiquement ouvert la voie au XXe siècle. Elle a montré qu'à l'ère de la guerre moderne, la victoire, ce n'est plus seulement sur le champ de bataille, mais c'est aussi dans la capacité d'un État à mobiliser, à contrôler et à exploiter l'ensemble de la société. Voilà, je vous remercie à tous pour votre écoute. Travaillez bien, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.